Bon, finito pipo. Ouais, depuis le lac de Mivaten, je commençais à avoir mal au tendon. Même avant déjà. Ouais, c'est bon. Ça rec. Alors, le projet, c'est de traverser l'Islande du nord au sud, à pied, en totale autonomie. Ludo m'a proposé ce projet quand il est passé chez moi un soir. Et quand il m'a parlé de ça, je savais de suite que c'était un projet fait pour moi. L'objectif du projet, qu'est-ce que c'est? C'est traverser l'Islande du nord au sud. Donc ça va être 600 km environ à pied. Donc on a calculé à peu près 21 jours de traversée parce que ça fait à peu près 30 km par jour. Donc il fallait de l'autonomie alimentaire, autonomie au niveau des ressources de l'énergie avec les téléphones et pour alimenter le drone. Donc la partie orientation, prise de vue, des choses comme ça. Au niveau organisation, donc, on a planifié ça en plusieurs parties. Donc d'abord la partie la plus importante, c'était la partie alimentation. Comment on allait stocker 21 jours d'alimentation. Donc on a acheté de la nourriture déshydratée. Donc j'ai contacté une entreprise située en Bretagne. Ils font des packs petit-déj, déjeuner, souper avec des snacks. Et après on a commandé ça pour 2 personnes. Le second point, ça a été toute la partie gestion de l'énergie, parce que vu qu'on voulait faire un court métrage après, un film, il fallait qu'on puisse gérer la partie drone, la partie batterie. Donc tout ce qui est panneaux solaires, je me répète, mes drones, les téléphones parce que c'est aussi pour l'orientation, si on peut passer des coups de fil ou des choses comme ça. Pour l'orientation, nous, ce qu'on voulait faire, c'était donc traverser l'Islande du nord au sud, mais la traverser complètement. Et ce qui se faisait beaucoup, ce qu'on a retrouvé sur internet, c'était la traversée, mais à partir du lac de Mivaten, donc pas la traversée complète. Donc j'ai récupéré un itinéraire que j'ai trouvé sur internet, qui m'avait l'air cohérent, avec donc, tous les points importants à voir. Je l'ai modifié, je l'ai prolongé jusqu'au point nord de l'île. Et ensuite, je l'ai chargé sur une application qu'on a ensuite mis sur les téléphones. Et on s'est orienté grâce à ça pendant tout le trek. Une grosse partie par rapport au matos de randonnée. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que 20 jours de nourriture chacun, ça fait à peu près 10-12 kg facile. Et donc il fallait qu'on allège au maximum le poids du matos, tout ce qui est tente, réchaud, sac à dos, sac de couchage, pour pouvoir permettre qu'on ne se retrouve pas avec des sacs de 30-40 kg sur le dos. Parce que pendant 20 jours, c'est pas forcément tenable. Ce qui est bien, c'est que Ludo connaissait bien, il avait fait déjà plusieurs treks. Donc il m'avait envoyé la liste du matériel à prendre et au fur et à mesure, on checkait tout le matériel qu'il fallait. Le but, c'était de partir le 25 juillet au matin, après une journée de stop. Et finalement, on a eu un peu de retard parce qu'il y avait quand même plus de 600 km à faire en autostop. On est arrivé finalement au bout d'un jour et demi à notre point de départ, donc au phare. Bon, qu'est-ce qui se passe, monsieur Pito, là? Ah mais là on est en train de faire du stop. On est à 80% du premier trajet, là? step pour aller acheter la bouteille de gaz. Mais il y a une voiture qui passe tous les 3 heures. Pourquoi on est trop bon? Trop bon, trop con. On a été tellement bon qu'on est arrivé 2 heures avant l'ouverture. J'espère encore atteindre le point de départ qu'on avait prévu pour hier soir, le point de départ du trek. Le stop a été concluant, mais n'a pas été suffisant. Et les bus, il n'y en avait que un dans la journée. Intéressant. Allez, on commence à voir le phare. Allez là! Nous étions à l'instant au phare de Rofarofen. Je ne ferai pas l'erreur d'essayer de prononcer le nom. Le point le plus au nord de l'île. C'est effectif. Nous allons tout de suite à Rofarofen, à environ 2 heures de là. Bon, avec Monsieur Pito, on est actuellement à Rofarofen. On est en train de lever le bivouac là, juste là. Bon, on a commencé hier soir le trek à 16h. Bon, on devait commencer à 8h du mat. Mais on est actuellement à Rofarofen et sur la journée, on va essayer d'atteindre le canyon d'Esbjergi, ou au moins s'en rapprocher. En tout cas, le décor est pas dégueu là. Pas dégueu, le village de Rofarofen au-dessus à droite là. Et le bout de l'île quoi.
Moi je m'occupe de toute la partie rangement et tout, et ma femme s'occupe de toute la partie cuisine. L'organisation est plutôt pas mal. C'est pas dégueu du tout. Là c'est dégueu. Là c'est plus dégueu là. Monsieur Pito, qu'avez-vous dit? Quelle est la prochaine étape? Prochaine étape, nous rejoignons les falaises et à la fin de la journée, on doit être arrivé au bout. Bon ben voilà dans quoi on marche, ça commence à devenir un peu compliqué. Actuellement avec Monsieur Pito on traverse des steppes sans fin pour atteindre une montagne en coupant directement au lieu de faire un détour de plus de 4 heures de plus. Ce matin on s'est tapé 20 km sur le bitume et là cet après-midi c'est 20 km dans des steppes. Après des heures de marche en plus on a enfin arrivé aux montagnes. C'était prévu 3-4 heures. On a fait 7 heures je pense. Affreux putain, affreux. Le voilà le résultat putain. En plus je suis à sec d'eau. Monsieur Pito, qu'avez-vous à dire sur ce magnifique bivouac? Ça va aller à peine. C'est pas dégueu. Ça c'est clair, 20 km sur le bitume en 5 heures je dirais. Ouais, c'était costaud. Ça allait encore, c'était costaud mais ça allait encore. 16h, 23h pour faire 15 km. C'était affreux. Voilà, on vient de partir pour le 3e jour sous le beau temps islandais. Le dos est bien couvert et je pense qu'on va finir trempé. Voilà, on a passé une bonne nuit au bord du lac. Je crois que c'est raide Monsieur Pito. Ah oui, un peu. Avec les sacs, c'est plutôt pas mal. On est arrivé au fameux point d'eau où on devait aller, donc c'était plus loin là, c'était des toilettes sèches. Enfin on pensait que c'était des toilettes classiques avec des points d'eau et au final c'était des toilettes sèches et il n'y avait pas d'eau. Heureusement 500 mètres avant il y a des mecs, ils ont laissé un bidon avec un livre d'or destiné aux randonneurs et ça fait bien plaisir parce que là on était dans la merde. Les toilettes sèches, on s'attendait à avoir de l'eau à profusion. Bon en vrai le bidon n'était pas non plus super rempli. J'ai même pas réussi à tirer 1 litre mais ça fait déjà plaisir. Bon, on est sur le jour 5 là depuis quelques heures. On a été voir les 2 cascades d'Etifos et Selfoss. Bon, on a poussé maintenant depuis, on a fait 3 heures de marche, on a fait 13 km. Donc on s'est arrêté 2 heures, 2 heures et demie manger là. Que pensez-vous de ces 4-5 premiers jours de trek? Et disons que ça commence à piquer un peu. Ah. On sent là. Les objectifs sont assez ambitieux. Après ce soir on a de la chance, il n'y a pas de pluie pour l'instant. Et en plus on bivouac au milieu de nulle part. C'est assez sympathique. C'est vrai que quand on fait du hors-piste, c'est pas évident. Souvent on a des mauvaises surprises. Non, quasiment 23h. Et on est déjà installé, on a mangé. Et c'est la première fois. Et c'est la première fois. D'habitude on est encore en train de marcher. Demain nous arrivons au quart de l'itinéraire. À Mývatn, le départ original. Je pense que ça aurait été plus facile en commençant là. On aurait eu les sacs un peu plus légers au départ. C'est clair, c'est clair, c'est clair. J'ai pas d'autre chose à dire, Monsieur Pito. À part, joyeux anniversaire! Mais merci, Monsieur Pérez! Joyeux 26 ans, Monsieur Pito! Ah, ça fait plaisir! Comment sentez-vous cette 6e journée, Monsieur Pito? Oui, comment sentez-vous cette 6e journée, Monsieur Pito? J'ai les tendons un peu tendus. C'est le Mordor.
Oh, qu'est-ce que tu bois, le Frodon? Oh, ça sent le soufre un peu là. Oh, ça pue de fou. Bon, on a dû prendre qu'une douche. On marche tranquillement. Et là, au bord de la route, qu'est-ce qu'on voit? Putain, une petite douche qui coule à l'infini. Douche chaude en plus. Bon, on est à la fin du 6e jour. On a enfin arrivé au lac de Mývatn, donc c'est le quart de l'itinéraire. On arrive au quart. Donc normalement c'est le départ original de la traversée d'Islande. Nous on a voulu rajouter un peu de longueur. Bon, on n'aurait peut-être pas dû parce que là on est déjà dans le mal physiquement, Valentin et moi. Toi il a mal au tendon, on a tous les deux des petits problèmes physiques. Donc demain on continue. Mais le truc c'est qu'une fois passé Mývatn, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, on est au 7e jour. La forme n'est pas tout à fait là. On vient de quitter le camping de Mývatn, donc on traverse tout le lac là actuellement. Et il y a M. Pito qui est juste derrière, donc bon, on s'est fixé comme point Askia sous 3 jours. On a dit ce point là parce que même si on rentre dans le vif du sujet, on pense qu'il y aura encore un peu de tourisme là-bas. Si on est trop en vrac, et bien au pire on fera du stop et on nous ramènera sur des points un peu plus civilisés. Moustiquaire, c'est pas pour faire beau. C'est en fait Mývatn. Bon, j'ai pas vérifié les sources, mais Mývatn sur un blog ça veut dire. J'avais vu que ça voulait dire lac des mouches. Et apparemment c'est pas faux, depuis hier soir. Il n'y a que ça, c'est affreux, affreux, affreux. Et oui, vous êtes beau, Monsieur Pito. Putain, il y a 2 jours, on gelait sous la pluie. Crame en plein cagnard là. Regardez Monsieur Pito qui se cache sous un peu d'ombre. Dans ce désert aride. Ah ouais, non mais là c'est abusé là. Bon, ça fait quelques heures qu'on marche dans ce désert là. On arrive à cette zone enherbée. On espère, sur la carte il y a marqué qu'il y a un petit ruisseau, voire une rivière. On espère que ça y sera et que ça sera pas à sec. Il n'y a rien, c'est pelé là. C'est lunaire le truc. On laisse ravitailler à cette rivière là. C'était censé pas être une rivière dégueulasse quoi. Enfin un petit ruisseau. Et mauvaise surprise. Monsieur Pito. Oui. Pour ces 1/3 de traversée, c'est 200 km. Là, on s'attendait à manger une petite fondue. Ouais. Bon, au final, on n'aura pas la fondue ce soir. Mais on a trouvé un petit gîte. On a trouvé un petit gîte. Bon, on bouffe juste à l'intérieur parce que à 5000 couronnes la nuit par tête, ça fait un peu cher, ouais. Ça fait combien 5000 couronnes en euros? Ça fait 40 balles, je crois. Ouais, donc on squatte là juste pour bouffer et on va bien dans la tente. 80 €, non mais ils sont touchés la piche. Bon, le bivouac pour le soir.
Pas dégueu. Apparemment ils appellent ça The Dead Valley. Bon, c'est plutôt sympa, le brouillard avance à vue d'œil là. Il avance plus vite que nous, ouais. Bon, on a les traces des jeeps, c'est balisé, on a le téléphone. Bon, voilà. Bon, il n'y avait pas de passage, on a dû traverser la rivière là encore, ça fait toujours plaisir. Heureusement, nous on part par là, là où il y a la trouée dans le brouillard, donc c'est plutôt cool. Mais la trouée, c'est là où il y a la montée en fait. C'est Pito. Ah ben là c'est... Il y a un peu de dénivelé là, dans les caillasses, dans la roche volcanique. On va voir le sommet là je pense. Voilà. Mais plus très loin. Là-bas notre porte de sortie je pense. Ouais. L'orientation a commencé à être compliquée là. Bon, ça, on a fini la descente. Mais là maintenant on est en plein champ de lave. Apparemment c'est balisé avec le bâton derrière. Mais bon. Bon, apparemment on est des burnes. On se faisait chier à passer dans le lapias de merde là, dans la coulée de lave. Et en fait en marchant dans la neige, bon, on n'a pas trop les pieds gelés et ça déroule quoi. La lave est complètement différente de tout à l'heure. Je sais pas si c'est plus récent ou plus ancien en fait. Bon, on arrive à notre lieu de nuitée. Bon, on va encore planter la tente devant hein, parce qu'à 8000 couronnes la nuit, c'est mort pour nous. Bon, fin du jour 9. Je suis à Dreki là actuellement, genre un refuge de haute montagne mais aussi un truc de ranger. Aujourd'hui on a traversé, on a fait 24-25 km. Valentin a encore les tendons en feu et moi je me suis fait peur avec la cheville. Bon, je pense que ça devrait pouvoir continuer, mais dans le champ de lave, ouais, on s'est fait sacrément peur. Il y a eu un bruit et tout, un crack sonore que je me suis cassé la gueule, ça a fait assez bizarre. Donc demain, normalement ça devrait être assez facile. Après il y a quand même des passages, les guets devraient commencer à arriver sévèrement là, des vrais où il faudrait traverser plutôt le matin que le soir. Il va y avoir un passage de 50 km qui devrait arriver sans eau. Il va falloir faire gaffe. Au lever du 10e jour, j'avais les tendons qui avaient encore gonflé parce que la veille on avait traversé un cratère donc ça s'est pas amélioré. Là je me suis dit que je pouvais pas repartir parce que ça allait faire qu'empirer. Et il nous restait, on était qu'à la moitié de l'itinéraire. C'est là que j'ai dit à Ludo que ce matin-là j'allais pas pouvoir repartir. Quand on est parti sur l'itinéraire, on avait 2 paires de chaussures. La paire de chaussures avec laquelle on marche. Ouais. Et une paire de chaussures, je sais rien, la moins chère possible, juste pour traverser la rivière. Parce que bon, les cailloux sont tranchants, pour pouvoir traverser plus facilement, pour pas glisser. Et il se trouve qu'au final, celles qui ont fait le plus de kilomètres, les chaussures pas chères, du coup pour traverser les rivières, c'est avec elles que j'ai dû faire 400 km. Donc j'ai laissé Valentin à Dreki, il se sentait vraiment pas bien au niveau des pieds, donc il a décidé de faire une pause et on s'est fixé un point pour se retrouver, donc à Nidalur. Donc j'ai pris tout le matos nécessaire, donc tente, réchaud, popote, tout le nécessaire et moi je suis parti et j'ai continué à pied. Mais pour l'instant je suis seul. Bon, on est parti par là-bas ce matin là. Et là c'est la traversée du désert un peu. C'est du sable, donc je m'estime heureux que pour l'instant il n'y ait pas de vent au niveau de la météo. Et là-bas, je pense que, je sais pas si on le verra à la caméra, mais je pense que c'est Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe là. Donc, de toute façon on doit le longer, donc on va se rapprocher, mais je pense bien que c'est lui là-bas. Bon, ça y est, c'est le moment. Il n'y a pas de fond. Voilà, il n'y a pas de fond. Bon, l'épreuve a été moins compliquée que ce que je pensais. En vrai, c'était pas profond. Et voilà. Bon, j'espère que j'en ai pas trop à traverser non plus. Bon, ça va, elle est pas non plus très froide. Au pire, ça fait du bien
Ça fait du bien aux articulations, aux muscles. Ça, c'est les connards qui disent ça en rando. Putain, une douche chaude, on crachera jamais dessus. Hein. Le décor et le paysage est complètement fou. Des cratères, il y a des gués, il y a de la fumée qui s'évapore à certains endroits. C'est fou. Et dans tout ça, je marche en tongs. Bon, on n'était pas sur le même niveau de traversée là. Putain, j'ai cru que j'allais partir à l'eau. Là, comme ça, on s'en aperçoit pas, mais traverser les rivières, sur 2-3 mètres, il n'y a pas de souci. Mais là, sur 50 mètres, 100 mètres, l'eau est tellement froide, ça bouffe l'énergie monstre. Je ne me voyais pas encore enlever les chaussettes, me sécher les pieds après, tout nettoyer et réchauffer les pieds aussi parce que vraiment le dernier gué il était beaucoup moins profond que le premier. Mais qu'est-ce qu'il était froid. C'est bon, finito le gué. Bon, c'est le 9e ou le 10e jour, je sais plus trop. Bon, je suis Saint-Valentin là. Je comptais pousser un peu plus ce soir, mais il y avait encore une rivière à traverser là. Ouais, c'était 20h30, la flemme. Demain matin, l'eau sera plus basse. Et puis vraiment, c'était surtout la température qui me gênait là. La dernière traversée, ça a été vraiment compliqué. C'était super long et c'était super froid. Donc j'ai décidé de planter la tente. Voilà. Bon, après, j'ai pas fait autant de kilomètres que je le voulais. Donc j'espère que demain, j'irai à la cabane de Kistefeld à récupérer de l'eau. Faire 20 km de plus et après-demain être à Nidalur pour retrouver Val. Bon, ça y est, j'arrive en vue de la cabane de Kistefeld. Ça a été un peu long quand même. Et heureusement, j'ai croisé les 3 cyclistes plutôt cool là. 3 cyclistes français. C'est fou les mecs. Le décor est pas dégueu encore une fois. Complètement rasé, désertique. Là-bas il y a de l'eau, mais c'est de l'eau du glacier, on peut pas la voir. Parce qu'elle est complètement mélangée avec la terre. C'est fou. C'est complètement fou. Déjà le 3e gué en 1 heure là, c'est assez chiant parce que faut à chaque fois se sécher les pieds, nettoyer parce qu'il y a plein de terre, etc. Ça prend du temps. Puis ça gagne, mais ça ralentit surtout. Ça me perd pas mal de temps. Donc c'est comme ça. Mais le paysage est quand même pas mal. Mystique là, le coucher de soleil sur cette zone aride, c'est vraiment la folie. Par contre, qu'est-ce que ça pèle? Qu'est-ce que ça pèle? Et en plus de ça, j'ai oublié le réchaud et la cartouche de gaz à Kistefeld. Après que Ludo soit parti, je me suis mis du coup à la recherche d'un véhicule pour qui puisse me prendre en stop. Donc j'ai attendu toute la journée au bord de la route et je me suis vite rendu compte que ça allait être en fait très compliqué. Il y a très peu de véhicules qui passaient et encore moins les véhicules qui empruntaient la route très chaotique qui me permettrait de le rejoindre. Par chance, le soir j'ai rencontré 3 cyclistes ainsi que Pascaline et Angelo. Un couple de globetrotters avec leur super camion et ils ont eu la gentillesse de me prendre le lendemain pour m'amener au point de rencontre qu'on s'était fixé avec Ludo. On a passé des heures et des heures sur la route, on a traversé des ruisseaux, des rivières immenses. D'ailleurs j'ai une petite pensée pour Ludo qui les a traversés à pied et on progressait tellement lentement qu'on a dû passer la nuit au refuge de Kistefeld, un petit refuge isolé. Et là, on a recroisé les trois cyclistes français qui avaient vu passer Ludovic pas longtemps auparavant. Et on ne s'est pas croisés parce qu'il était reparti pour gagner un peu de temps et des kilomètres. Depuis qu'on s'est séparé avec Valentin,
On n'a pas eu de réseau téléphonique. Mais on a eu mieux que ça, on a eu 3 cyclistes français qui m'informaient de l'avancée de Valentin. Grâce à eux, j'ai pu apprendre qu'il a été pris en stop par 2 Français, Pascaline et Angelo, et qu'il avait rallié la cabane de Kistefel, et que je l'avais raté de peu, et qu'il avait mangé une sacrée platée de pâtes. Une sacrée platée de pâtes. Bref, ces 3 cyclistes, ils ont parcouru l'Islande en long, en large et en travers, ils ont fait plus de 3000 km. Et ils m'apprennent que Valentin a atteint la cabane de Kistefel et que le lendemain, il me rattrapera dans le courant de la journée. Donc le lendemain, on repart du refuge de Kistefel pour aller rejoindre Ludovic. Donc on se rejoint au point prévu initialement à midi environ. Donc c'était après plus de 7 heures de route et 80 km, donc comme quoi la route était très cassante. Et donc je remercie du fond du cœur Pascaline et Angelo qui se sont bien occupés de moi pendant ce petit périple. Et c'était un plaisir de retrouver mon cher collaborateur Ludo pour repartir du coup finir ce périple. Bon mais ça y est, on a rejoint Ludo. J'en ai marre des gays. Putain, est-ce plus de merde aussi là? Vous aviez pas dit il y a de ça 3 heures, content de vous retrouver monsieur Pérez? Je suis pas sûr finalement. Ah, tu m'étonnes. Bon monsieur Puto, qu'avez-vous pensé de ce superbe ruisseau à traverser? Il était plutôt énergique, ouais. L'endroit celui-là, il a un peu du pâté. Il n'a pas l'air profond, et il est pas super profond, mais Putain, il en boit. Monsieur Puto, ce serait pas soirée fondue ce soir par hasard? Lèche les babines, monsieur Pérez. Hein? Je suis pas ton pote, mon gars! Bon, le bivouac de ce 13e jour, la vue est plutôt sympathique avec ces nuages noirs. Bon, c'est surtout qu'on se les a pris pendant 1h30 juste avant. On s'est tout pris sur la gueule à fond pendant 1h30 là. Le camp est installé, on n'a plus qu'à bouffer. Il a toujours le cul par terre, celui-là il marche jamais. Allez, le 14e jour là. Bon ben on est en train d'avancer sur le chemin. On a croisé un gros camion de ravitaillement avec une belle remorque. Et en fait la remorque était ouverte. Donc le mec en montant il a perdu des tables, des chaises. Et là on est en train de continuer d'avancer. Une bonbonne de gaz. Bien remplie. Là-bas il y a encore un bidon. Une autre bonbonne de gaz. On attend de voir le carton de bouffe, mais on ne le voit toujours pas arriver. Ça ferait des heureux. Voilà. Si on trouverait quelques sneakers, on serait content là. Alors, je pense qu'au bout de quelques dizaines de kilomètres, ils vont se rendre compte. Un petit bidon. Celui-là, il est vide. Il va pas nous servir. Allez, un peu de muscu là. Monsieur Pito, est-ce que vous le seriez vu traverser à pied celui-là? Je crois. Monsieur Pito, que pensez-vous de cette superbe ligne droite? Je pense que je suis content de l'avoir fini. De ne pas être au début et d'être plutôt à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair. Maintenant, direction The Lake. Eh oui. 6 km. Left. Oh là, elle fait pas rire les mouettes cette montée. Enfin non, cette ligne droite, cette montée-ci. Ça y est, c'est 21h là. On y est à ce putain de lac.
On arrive sur le sud, ça se sent là. Ah ben oui, vous êtes très très bon, monsieur Piton. Eh oui. À part quand vous pétez sur mon matelas et mon coussin. Bon, sinon pour le compte rendu du 15e jour, on est dans les temps pour le moment. Par contre, ça commence à piquer au niveau du physique et au niveau des pieds. Là, il y a le plat du pied qui chauffe sévère. Il y a des douleurs. Valentin a des douleurs aux pieds, j'ai des douleurs aux pieds. Ça commence à tirer sévère là. Il nous reste 4 jours de trek. Je pense que ça sera suffisant pour cette année. Monsieur Piton, Oui. que pensez-vous de cette journée? Refuge. Cette journée, ben écoute, ça va. La route est assez longue quand même. Et bon, moi ça va à peu près maintenant. Maintenant que mes tendons sont remis, je suis reparti. Donc non, ça va. Tranquillou. Tranquillou bilou. Pour le moment, rien à dire. Ça c'est la vie mon pote. Mais pote. Allez là. Bon ça y est, on vient de payer le camp avec monsieur Pitot là. 9h25, On est pas mal. Et ce lac est pas mal aussi. il est pas mal. Et ce chemin, Il est pas mal. Ce qui nous attend, ça va être pas mal. eh oui. Bon, il a accroché ce panneau solaire. Regarde ce que je fais. Sauf que je l'ai mis du mauvais côté. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Bon, ce 16e jour là, compliqué, hein. Compliqué au niveau du pied là, pied gauche en feu, putain. Heureusement, il y a Valentin qui a des anti-inflammatoires, donc ça va mieux. Par contre, au niveau du paysage, on voit que ça change du tout au tout là. Donc on vient de passer le premier lac qu'on a bivouaqué. Mais là, il y a des lacs qui arrivent un peu de partout là. Hop, cette transition un peu brutale. Ça devait faire bien 10 jours qu'on n'avait pas vu du bitume. Et des pylônes électriques. Se rapprocherait-on de la civilisation? Il y a même un barrage hydraulique là-bas. Bon, la préparation de ce 17e repas, de ce 17e midi. On revient sur un terrain plutôt pelé. Je pense avant de rentrer dans les parties montagneuses. Je mijote des petites patates que j'ai fait rissoler avec quelques petites lamelles de bœuf. On en dirait des nouvelles. Ah, j'espère bien. Je vais me régaler, je le sens. Ça mijote depuis hier. Bon, ça y est, on arrive dans la partie montagneuse. Bon, c'est tout simplement majestueux. Bon, après, c'est tard. On a droit au coucher de soleil là-bas. C'est 21h là. On continue toujours de marcher. Bon, on part sur le sentier. On arrive dans 5 km sur le sentier du Landmanogar. Et c'est la folie au niveau des couleurs. Je sais pas si la caméra ça rendra bien, mais Monsieur Pitot, qu'avez-vous pensé de vos 2 sandwichs à 10 000 couronnes? Disons que le premier, je savais à quoi m'attendre. Et le second, je croyais que c'était un beau sandwich. En fait, c'était juste un croque-monsieur, quoi. Oui, on a payé 10 000 en tout. Hein. 35 € chacun, 2 petits croque-monsieur, quoi. Bon, c'est régalé en tout cas. Heureusement qu'on avait faim. Bon, ça fait du bien, quand même.
touriste parmi tant d'autres. Bon, ok. Là, c'est de la frappe. Là, on vient de faire à peine 1 km sur le Laugavegur. On vient de le commencer. Donc, le Laugavegur, c'est le mini GR20 islandais. C'est de la folie. Surtout quand il y a un petit pito dans le paysage. C'est encore plus fameux. Ça commence à renifler sévère le soufre là. Bon, ça y est, bivouac du 18e soir. Le cadre est pas dégueu. Dans les bains d'eau chaude, on en a profité pour essayer de réparer mon matelas, pour repérer la fuite. C'était pas mal. On a réussi à trouver, là on a fait la réparation ce soir. On verra si ça va tenir. J'espère, je croise les doigts parce que j'ai pas envie de faire une deuxième nuit sur le sol. Voilà. Quoi? Sans matelas à Monsieur Pito. On dirait qu'il a une couille. Et nous voici rendus à l'aube du 19e jour. Deuxième jour sur le Laugavegur. Donc toujours plus proche de la fin. On doit être à 65 km je dirais. Ce sentier qu'on suit aujourd'hui encore là, c'est vraiment la folie. En plus c'est quasiment plat, il n'y a aucun effort physique à fournir. C'est vraiment de la folie. On est bien content qu'il y ait un pont sur celui-là de Torrent là. Putain, c'est la... Ouais, c'est la folie ce trek, putain là. On rentrerait presque dans une forêt là. Je crois que c'est ça la forêt de Thor. Bon, on est sur la montée finale là. La dernière. Donc on se prend 800 mètres de D+ dans les dents. De toute façon c'est unique sur
sur toute la longueur du sentier, on s'est jamais pris autant. Mais la vue est pas dégueu. Hein, c'est pas mal du tout pour finir. Donc on aura rien à faire, c'est pour demain. Il nous reste combien, 25 km? Voilà, 25 à peu près, on va essayer d'en faire 15 aujourd'hui et 10 demain matin. Et finir à Skogafoss. Voilà, c'est vraiment pas dégueu en balade de chaque côté. Notre sentier là, il est ici, il va continuer là, puis il va monter tout en haut là. Voilà. Bon, on est déjà à quasi 600 mètres d'altitude. Là c'est pas assez, donc on va venir se taper ce sentier là, juste là, pour atteindre les 1000 mètres d'altitude passée. Bon, on va entamer cette montée d'enfoiré là qui est juste après. On a quand même une superbe vue là. Ça commence à se boucher sévèrement. Allez, go. C'est parti pour la montée. Allez, les 200 derniers mètres à monter là, on les commence. Ça va piquer là un peu. Champ de lave, névé, etc. Ça va être sympa. Il est fou ce pays. Ils tiennent pas ce piqué, bordel de merde. Je pense qu'il vaut mieux pas glisser comme ces petits cailloux. On vient de te passer une montée à 90 degrés là, putain là. Avec des chaînes et tout le bordel. Là on est à plus de 1000 mètres d'altitude. On doit encore faire 100 mètres je pense. 100 mètres positifs. Pour finir ce sentier là, rien de mieux que de la lave refroidie là. Putain c'est affreux à marcher dessus. C'est affreux. Donc on essaie de marcher au maximum sur la neige. Ça nous évite de marcher sur la lave là. C'est complètement instable. La dernière fois à ski, j'ai failli me faire une cheville. Même si je pense que je me la suis plus ou moins faite. Là-bas, notre cabane. C'est sympa le sentier complètement joué là. Bon en fait notre cabane c'est celle-là. En fait ça fait un peu moins rêver que celle qu'on a eue tout à l'heure. Bon allez ça y est, dernier soir. Demain il nous restera que 3 heures de marche là. Ça fait que descendre jusqu'à Skogafoss. Bon, c'était la folie. Bon, ces 4-5 derniers jours, ça n'a pas été simple. Les paysages étaient magnifiques, mais il y a 4-5 jours, on a essuyé quelques déboires. Valentin a eu des gros problèmes avec son matelas là. Donc un matelas c'est composé de plusieurs cloisons à l'intérieur, les siennes ont explosé, donc ça fait un boudin au milieu du matelas. Après ça a été à mon tour d'avoir le matelas qui a percé. Ensuite il y a eu quoi d'autre? Il y a eu aussi mon camelback qui s'est mis à fuir. C'était les thermosoudures du plastique là qui n'ont pas tenu. Donc une fois réparé, on a réussi à le réparer, mais après il s'est bouché. Et après moi lui ça allait bien au niveau des pieds, Valentin ça allait mieux au niveau du talon, mais par contre moi ça n'a pas été fou, je pouvais plus poser le pied gauche par terre. Donc il restait que 3-4 jours et 120 km on pouvait pas lâcher, donc je me suis bourré en anti-inflammatoire et depuis tous les jours on avance comme ça. Et voilà, et demain ça sera la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Pito?
spécial. Ça fait bizarre de se dire que demain ce sera fini. Depuis le temps. Je sais pas si je suis content ou si ça va me manquer. Je suis tiraillé un peu. Parce que là on a fini sur des beaux paysages là, c'était vraiment sympa quand même. Donc voilà, mais bon je pense que mes pieds seront contents que ça s'arrête un peu. Tu m'étonnes. Entre les ampoules et le reste. Ouais. Demain, la cascade de Skogafoss. Yeah. Et voilà. Bon, ce matin on a marché sous le soleil, mais là, ça y est, c'est le passage sous les nuages. Là. Bon, là pour rejoindre Skogafoss, on va suivre le chemin des cascades, ils appellent ça. Et en gros, il va y avoir une vingtaine, voire plus de cascades tout le long du chemin. Ici Reporters sans frontières, qu'en pensez-vous de cette eau? Je m'en serais voulu si j'y serais pas allé. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well. Sifting through the system for the beast that knows my name. Endlessly I list them in the master game. Welcome to my world. Welcome to my only world. It is full of space junk, but your words are coming through. I'm riding on space junk, and it's bringing me to you. Bringing me to you. Gentlemen, welcome aboard to the flight from Reykjavik to Paris. In case of emergency, you have two exit doors at the end of the aircraft and two at the front. If oxygen is missing, keep the mask and put on your mouth. Machine that spins within me, Like you are. spirit that drives me on. I wish you a good